On avait approché commencé le point 5, l'angle des crises avec Pierre Bourdieu, et donc on va voir le deuxième point aujourd'hui avec Michel Daubry. L'angle des crises et le B. Donc c'est le livre Sociologie des crises politiques, sous-titré La dynamique des mobilisations multisectorielles. Donc c'est un livre de 1986. Alors on pourrait dire que par rapport à ce qu'on a dit sur Pierre Bourdieu et Homo Academicus la dernière fois, le politiste Michel Daubry va s'inscrire dans ses analyses de Bourdieu, va les amplifier, les affiner, les déplacer dans le cadre d'une sociologie générale des crises politiques. Donc, dans ce livre Sociologie des crises politiques, la dynamique des mobilisations multisectorielles de 86, au départ, on a un schéma proche de Bourdieu, c'est-à-dire un système social complexe qui est composé d'une diversité de secteurs autonomes. Secteur, c'est proche de champ chez Bourdieu. Et les acteurs sont dotés d'habitus, comme chez Bourdieu. C'est-à-dire de systèmes de disposition intériorisés liés à la socialisation intérieure. Donc, secteur habitus, c'est proche de champ habitus chez Bourdieu, mais Daubry met plus l'accent que Bourdieu sur la mobilité des structures sociales objectivées dans les secteurs ou intériorisées dans les habitus. Alors, comment se caractérise cette plus grande mobilité ? Les secteurs ont, nous dit Bourdieu, une plasticité, c'est plastique, plasticité. Donc ça veut dire, dans le cas des crises politiques, que ces secteurs ont une sensibilité au coût, COUPS, au coût qu'échangent les acteurs entre eux, les acteurs politiques, et une sensibilité au processus de mobilisation collective. Donc, premier élément de la mobilité, les secteurs ont une certaine plasticité par rapport au jeu tactique des politiques et par rapport aux mobilisations collectives. Deuxièmement, cette fois-ci non plus du côté des structures extériorisées, mais des structures intériorisées, des habitus. Les habitus ne pèsent ni en entier, ni avec le même poids dans toutes les situations. Chez Bourdieu, un habitus, c'est pour chaque personne l'intégration d'un système de disposition pour chaque personne. Ce système de disposition va être toujours présent dans toutes les situations. Chez Daubry, c'est des morceaux de l'habitus qui vont être sollicités plus ou moins dans certaines situations. Tous les aspects de l'habitus ne sont pas sollicités et avec la même force dans toutes les situations. Donc les habitus ne pèsent ni en entier, ni avec le même poids dans les différentes situations. Daubry note, je cite, que dans des rencontres entre habitus et situations, le jeu de l'habitus n'est pas nécessairement homogène. Dans la rencontre entre habitus et situation, le jeu de l'habitus n'est pas nécessairement homogène. Et il ajoute,
l'idée que l'habitus puisse déterminer avec un poids variable selon les contextes sociaux, les conduites et les représentations. L'idée que l'habitus puisse déterminer avec un poids variable selon les contextes sociaux, les conduites et les représentations. C'est-à-dire que l'habitus, en fonction des contextes, ne doit pas peser du même poids. Donc vous voyez du côté de la plasticité des secteurs et du côté, disons, d'une moindre prégnance des habitus, on a une plus grande mobilité dans le traitement des structures sociales chez d'Aubry. Il utilise secteur plutôt que champ, pourquoi ? Parce qu'un champ, c'est une forme institutionnelle suffisamment autonome avec un jeu propre, où les acteurs vont, disons, être entrés en compétition autour de ressources propres. Ce qu'il appelle des secteurs ne sont pas aussi autonomisés forcément et institutionnalisés. Et il n'y a pas forcément, disons, un espace propre qui s'est institutionnalisé autour de ce qu'il appelle secteur. Par exemple, un secteur, ça peut être le Parlement par rapport à l'ensemble de l'État, ou le gouvernement. Bon. D'Aubry va donc à partir de là s'intéresser aux crises politiques qui vont être entendues comme une transformation d'État. État avec un petit « et », pas avec un grand « e ». Une transformation d'état des systèmes sociaux complexes, c'est-à-dire que les systèmes sociaux complexes, ceux qui sont composés d'une variété de secteurs autonomes, vont se déplacer, changer d'état. Et ces systèmes sociaux complexes sont alors affectés par des mobilisations multisectorielles, d'où le sous-titre du livre. Mobilisation multisectorielle, c'est-à-dire des mobilisations qui existent dans différents secteurs. On retrouve une idée de Bourdieu, un homo academicus, c'est-à-dire qu'une crise générale, ça suppose qu'il y ait une synchronisation de mobilisation qui existe dans différents champs. Donc, des systèmes. La crise politique, c'est des systèmes sociaux complexes qui changent d'état parce qu'ils sont affectés par des mobilisations multisectorielles qui touchent plusieurs secteurs. À partir de là, il y a plusieurs caractéristiques transversales aux crises. Ça peut être la crise des missiles de Cuba ou la crise de mai 68. Il étudie une très grande variété de crises politiques. Première caractéristique transversale, la fluidité. C'est un élément important. Fluidité, c'est-à-dire que la société devient plus fluide, plus mouvante. Elle est moins figée dans des habitudes. Cette fluidité a plusieurs composantes. Au moins 3 composantes pour d'Aubry. Alors, c'est des noms un peu barbares, je vais les expliciter. Ce qu'il appelle la désectorisation conjoncturelle de l'espace social. La désectorisation conjoncturelle de l'espace social. C'est facile à comprendre, c'est que les frontières entre les différents secteurs sociaux sont moins solides, moins prégnantes. Par exemple, ça veut dire que des ouvriers peuvent venir assister à des assemblées générales à la Sorbonne, que des étudiants peuvent aller distribuer des tracts devant des usines, qu'il peut exister entre les étudiants et les journalistes de l'ORTF qui sont en grève des relations qui ne sont pas habituelles. D'une désectorisation conjoncturelle de l'espace social, c'est-à-dire les frontières qui existent entre les différents secteurs de la société deviennent plus poreux, moins solides. Et donc il y a davantage de passages qui s'effectuent entre les différents secteurs.
Deuxième caractéristique de la fluidité, ce qu'il appelle l'incertitude structurelle. L'incertitude structurelle, c'est-à-dire un effacement, ou en tout cas un brouillage des repères routiniers des individus, des repères de calcul, c'est-à-dire la façon dont on calcule habituellement dans les différents secteurs. Je sais que habituellement le matin je dois mettre tant de temps pour aller à mon travail, en prenant les transports en commun ou ma voiture. Bon. Mais là il n'y a plus de transport en commun en mai 68, et donc la façon dont j'organise mon temps devient complètement différente. Il y a une incertitude qui se crée sur les repères habituels de la façon dont je calcule ce que je vais faire à chaque moment de ma journée. Donc, les différents acteurs, mais c'est la même chose pour les parlementaires, pour le gouvernement, pour, disons, l'institution télévision qui en France en mai 68, disons, est principalement en public. Il y a quelques radios qu'on appelle périphériques, mais tout est regroupé autour de l'ORTF, un organisme public. Donc, les repères habituels pour calculer de la façon dont on s'oriente dans la journée sont brouillés. C'est ça l'incertitude structurelle. Troisième caractéristique de la fluidité pendant les crises, c'est ce qu'il appelle les processus de désobjectivation. Désobjectivation de la réalité, c'est-à-dire que des pans solides de la réalité sociale apparaissent fragiles. Par exemple, pendant un certain temps, si on prend mai 68, le président de la République, Charles de Gaulle, a disparu pendant un certain temps. On ne sait pas où il est. Donc ça crée un trouble. Finalement, on le retrouvera quelques temps après en Allemagne auprès du général Massu. Bon. Donc dans le secteur allemand qui est encore occupé par la France suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a des pans qui apparaissent solides. Le général de Gaulle, voilà, il disparaît, donc on ne sait pas. Il y a une sorte de trouble qui s'installe. Des morceaux de la réalité apparaissent, disons, fragiles dans les différents moments. C'est ça qui crée la situation de fluidité, disons, des crises politiques. La désectorisation conjoncturelle de l'espace social, l'incertitude structurelle, les processus de désobjectivation. Par exemple, pendant la crise des missiles à Cuba, dans le cas américain, on a souvent accès aux données bien avant le cas de la France. Et donc, il y a quelques années encore, sur Internet, on pouvait écouter les bandes d'échanges entre Kennedy et ses conseillers, ceux qui sont enregistrés pendant la crise de Cuba, qui avaient donné lieu à une très belle étude d'un politiste américain, Allison, Essence of Decision, donc c'est une analyse de la crise des missiles de Cuba. Et pendant un temps, les canaux entre la Russie et les États-Unis ne fonctionnent plus. Donc voilà, il y a une désobjectivation. Et il y a quelque chose dans la réalité qui s'est effacé, et les repères de calcul se sont effacés aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a des rumeurs qui apparaissent comme quoi Khrouchtchev, le président russe, aurait été arrêté par l'armée russe. À ce moment-là, pendant quelques temps, il y a fallu avoir la Troisième Guerre mondiale dans le monde, puisque les Américains étaient prêts à balancer des missiles nucléaires sur la Russie, à cause de les canaux coupés et
la croyance, la fausse rumeur que Khrouchtchev avait été arrêté par l'armée, donc il fallait réagir immédiatement. Bon. Donc des moments, disons, d'incertitude structurelle et de désobjectivation de la réalité qui était antérieurement stabilisée. Alors, dans ces mobilisations multisectorielles étudiées par Dobré, il y a une attention particulière aux interprétations, à l'activité tactique, aux calculs et aux anticipations des acteurs. C'est-à-dire que dans cette mobilité, les acteurs échangent des coups. Il y a cette désectorisation, cette désobjectivation, cette attitude structurelle. François Mitterrand, en mai 68, donne son corps au pays et se considère comme pouvant être une alternative au pouvoir, par exemple. Bon. Mais ça ne fonctionne pas, bon, à ce moment-là, en 68. Donc, dans ce moment-là, les acteurs politiques jouent des coups. Il y a un grand meeting à Charléty autour de Pierre Mendès France, organisé par le PSU, bon, qui aussi essaye de pousser une possibilité. Donc, des interprétations, des activités tactiques, des calculs, des échanges de coups qui se déploient dans des arènes. Alors, la notion d'arène, c'est plus petit que secteur. Une arène, c'est un lieu d'interaction directe entre des acteurs. Là où, en fait, les acteurs vont échanger directement, en face à face. Donc, un secteur comporte plusieurs arènes. Dans ces arènes, il y a ce que Michel Dobré appelle des transactions collusives. Transactions collusives de collusion. Transactions collusives, ça veut dire que ce sont des échanges plus officieux entre les acteurs. Donc, un des acteurs, aujourd'hui, par exemple, si on regarde la vision mythologique que développe le Parti communiste français, il aurait été pour mai 68. En fait, il était contre. Il avait peur que ça donne un trop grand pouvoir aux gauchistes. Donc, il est hostile à ce qui se passe, et donc, il négocie. Donc, à l'époque, le Parti communiste et la CGT sont très proches, puisque la plupart des dirigeants de la CGT sont membres du bureau politique du Parti communiste. Donc là, il y a une forte imbrication nette. Et il y a des négociations secrètes entre le pouvoir et le Parti communiste et la CGT pour essayer d'arrêter la grève. Le conseiller du Premier ministre Pompidou, c'est Jacques Chirac. De Gaulle est un peu out, parce qu'il est parti en Allemagne. Et c'est Jacques Chirac qui va négocier, notamment avec Georges Séguy, qui est à la fois le secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du Parti communiste. Ça donnera ce qu'on a appelé les fameux accords de Grenelle, c'est-à-dire des négociations qui vont notamment conduire à donner des augmentations de salaire, mais à reconnaître aussi dans toutes les entreprises, d'une certaine taille,
sections syndicales, ce qui n'était pas le cas avant en France. Ça se fait dans négociation secrète, c'est un jeu entre le pouvoir et le Parti communiste pour essayer d'arrêter le mouvement. Ça ne marche pas immédiatement, puisque Georges Flegui arrive dans une assemblée générale d'ouvriers à Renaud-Billancourt pour présenter l'état des négociations, et il reçoit des boulons dans la figure. Bon. Donc les grévistes ne sont pas tout à fait en accord, disons, avec la direction de la CGT et avec la direction du Parti communiste à ce moment-là. Bon. Et ces fameux accords de Grenelle n'ont jamais été signés. Donc on parle toujours des accords de Grenelle, c'est rentré dans la loi, mais il n'y a pas eu de signature officielle des syndicats et du pouvoir autour de ces accords. Donc ça c'est ce que Michel Daubry appelle les transactions collusives. Il y a aussi dans les différentes arènes des arènes officieuses, où les acteurs négocient. Vous voyez bien aujourd'hui, l'État d'Israël dit qu'il faut détruire le Hamas et qu'on ne négocie pas avec le Hamas, et pourtant on négocie bien avec le Hamas pour libérer les otages. Donc il y a bien des transactions collusives qui sont différentes des discours officiels. Alors, pour finir sur cette question des crises et le point consacré à Daubry, je voudrais souligner qui est intéressante pour la sociologie de l'action collective, souligner une convergence avec un autre chercheur autour de ce qu'on peut appeler une perspective qu'on va appeler structuraliste interactionniste. Alors, ça associe deux choses qui sont souvent censées ensemble. Structuraliste, ça part de l'analyse des structures sociales, donc des formes plus stabilisées. Interactionniste, ça insiste sur la mobilité liée aux interactions de face à face entre les individus. Bon. On a vu que Daubry, par rapport à Bourdieu, il est plus de ce côté, structuraliste interactionniste, c'est-à-dire avec une plus grande mobilité. Et c'est le cas aussi d'un sociolinguiste qui s'appelle John Gompers, sociolinguiste, donc c'est un travail qui est au carrefour de la sociologie et de la linguistique. Donc c'est un livre, d'ailleurs, qui a été édité dans la collection de Bourdieu, Engager la conversation. Introduction à la sociolinguistique interactionnelle. « 1989. On est dans les années proches, 86-89, et il y a ce mouvement qui essaye de articuler une analyse des structures sociales avec une prise en compte davantage des interactions, disons, entre les individus et de la mobilité que ça opère. Donc on trouve ça dans la sociolinguistique avec ce sociolinguiste américain, John Gompers. C'est-à-dire dans un domaine différent, il introduit du jeu entre les structures sociales et les interactions de face à face entre les acteurs. Et il va donner donc plus de poids à une certaine fluidité des interactions. Cela veut dire ça que les structures sociales, par exemple domination entre classes, sexe, génération, raciale, etc., ces différentes structures sociales de domination sont plus ou moins activées selon les situations. Parfois, ça va être la dimension de classe qui va être prédominante dans telle situation, pour la même personne, et parfois, ça va être la dimension du genre.
ou la dimension raciale. Donc, en fonction des situations, on ne va pas avoir les mêmes, disons, dimensions des structures sociales qui vont être activées. Avec des degrés plus ou moins importants, parfois certaines dimensions ne vont pas être activées du tout. C'est comme ça que on peut interpréter une remarque de Gumperz dans son livre, que vous retrouverez dans le PowerPoint. Je cite Gumperz, « Nous avons l'habitude de considérer le sexe, l'ethnicité et la classe sociale. » Donc c'est les trois axes qui ont été longtemps importants dans la sociologie américaine, alors que en France, ça a d'abord été la classe, le sexe est venu un peu après, et l'ethnicité beaucoup plus récemment, de manière beaucoup plus conflictuelle à cause, disons, de ce qui est appelé universalisme républicain en France. Donc, nous avons l'habitude de considérer le sexe, l'ethnicité, la classe sociale comme des paramètres donnés et comme des limites à l'intérieur desquelles nous produisons nos identités sociales. Donc, première phrase de Gumperz, en général, on va prendre le sexe, l'ethnicité ou la classe sociale comme des cadres stables, comme des points de départ, des paramètres, et c'est à partir de là que les acteurs vont produire leurs identités. Ça, c'est la façon classique, nous dit Gumperz. Et il va annoncer l'autre façon. L'étude du langage comme discours interactionnel montre que ces paramètres ne sont pas des constantes allant de soi, mais sont produits dans un processus de communication. L'étude du langage comme discours interactionnel montre que ces paramètres ne sont pas des constantes allant de soi, mais sont produits dans un processus de communication. Dès qu'on a une approche linguistique qui s'intéresse aux échanges entre les interactions de face à face des individus, ce qu'on pense être des paramètres stables, sexe, ethnicité ou classe sociale, ce n'est pas des choses qui sont constants et qui vont produire les mêmes effets tout le temps, qui va de soi, mais il faut que ces dimensions soient ou pas produites dans l'échange communicationnel entre les acteurs dans le moment de la situation. Il faut que c'est dans le processus d'interaction que classe va prendre ou pas de la place, que sexe va prendre ou pas de la place, que race va prendre ou pas de la place. Donc, ce n'est pas une constante qui pèse tout le temps de la même façon, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins activé ou actualisé en fonction des situations. Donc, c'est dans ce sens que, disons, comme d'Aubry mais de façon différente, Gumperz va, disons, proposer une analyse structuraliste interactionniste, c'est-à-dire qui déplace un peu dans une forme d'équilibre entre structure sociale et interaction, par exemple par rapport à la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Alors on voit bien ça dans un film Do the Right Thing de Spike Lee, un film de 1989. Donc un film américain qui se passe dans une journée, et à la fin de la journée, dans un quartier de Brooklyn, un quartier noir, et à la fin de journée, il y aura une émeute. Bon. Au départ, ça commence, le héros, qui est joué lui-même par le réalisateur Spike Lee, est un noir qui travaille dans le quartier, dans une pizzeria italienne, tenue donc par des Italiens blancs, bon, dans Brooklyn. À différents moments du film, les tensions blanc-noir peuvent prédominer. On passe souvent à côté de conflits dans le quartier. Et ça n'a pas lieu. Et par contre, il y a des tas d'autres situations où il y a des rapports cordiaux, voire amicaux, entre la pizzeria blanche italienne et
la grande majorité du quartier noir. Bon. Le pizzaiolo a vu grandir les enfants, tout le monde se connaît, etc. Donc on est constamment où parfois c'est, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble qui est actualisé moment, et à des moments de la journée, il y a des tensions et on sent qu'il peut y avoir autre chose. Et à la fin, il y a l'émeute. Bon. L'émeute est produite par un petit incident. Il y a un jeune noir du quartier, un peu contestataire, qui trouve qu'il y a trop de... Il n'y a que des photos d'acteurs italiens ou italo-américains dans la pizzeria et qu'il faudrait des photos de noirs aussi dans la pizzeria puisque c'est dans le quartier. Bon, au début ça commence comme ça, il fait une pétition et puis il y a une petite tension et dans cette tension la police intervient, il y a un jeune noir qui est tué. Et l'émeute va intervenir après ça. Bon. Donc il y a émeute, les personnes détruisent la pizzeria, bon, la pillent, etc. Bon, et puis l'émeute peut continuer, et en face de la pizzeria, il y a un épicier coréen. Donc la foule va vers l'épicerie coréenne, semble-t-il, pour faire la même chose bon, que dans la pizzeria italienne. Et l'épicier coréen est devant sa boutique avec son balai et il dit je ne suis pas blanc, je suis noir. Alors il y en a un qui discute, non mais on me connaît, le coréen, t'es coréen, t'es pas noir. Et il y en a un autre qui dit à côté, mais non, laisse-le, il est comme nous, on n'a pas à l'embêter. Et ça s'arrête là. Dans la situation, l'épicier coréen est construit comme noir. Hein. C'est typiquement l'analyse de Gompers. Dans la situation, il est construit comme noir et donc sa boutique, sa petite boutique n'est pas incendiée. Bon. Et donc le conflit n'est pas activé dans les rapports entre cet épicier coréen et les émeutiers. Hein, à cause de ce qui se passe dans l'interaction, hein, de l'échange verbal. Ce n'est pas les catégories qui permettent l'émeute qui sont activées, mais d'autres catégories. Voilà pour ce point sur l'angle des crises et un petit déplacement à partir de Dobry sur ce que peut être une perspective, disons, renouvelée en sciences sociales qu'on va appeler structuraliste interactionniste, avec un tiret entre les deux. Alors maintenant, on va passer au point 2.6 sur un courant de la sociologie des mobilisations collectives américaines qui va insister sur les facteurs proprement politiques. Donc, une lecture politique la structure des opportunités politiques. Alors, on a deux auteurs importants, notamment, pas les seuls, mais Doug McAdam et Sidney Tarot. Alors, dans les années 1980, dans le sillage des travaux de la mobilisation des ressources, les travaux américains sur l'action collective vont davantage prendre en compte l'analyse des systèmes politiques et des institutions politiques. Donc on va avoir une lecture proprement politique qui insiste sur les variables politiques dans l'analyse des difficultés et des succès des mobilisations collectives.
Et donc, on voit bien là, on s'écarte des tendances économistes de nombre d'analyses marxistes, dont, classiques en tout cas, dont les analyses marxistes qui, elles, insistent sur les facteurs économiques. Là, on va insister sur les facteurs politiques pour analyser les succès et les difficultés des mobilisations collectives. Donc, c'est ça qu'on appelle le courant dit de la structure des opportunités politiques, développé notamment par Doug McAdam et Sidney Tarot. Alors, on va d'abord s'arrêter sur la notion, donc c'est le grand A, la notion de structure des opportunités politiques. La notion de structure des opportunités politiques. Qu'est-ce que ça désigne? Voilà ce qu'on pourrait dire de manière synthétique. La structure des opportunités politiques, ça désigne l'état d'un jeu institutionnel en rapport avec lequel se développe un mouvement social. L'état d'un jeu institutionnel en rapport avec lequel se développe un mouvement social. L'état d'un jeu institutionnel en rapport avec lequel se développe un mouvement social. Donc, un mouvement social intervient, il y a un jeu institutionnel qui existe à ce moment-là. C'est le rapport entre les deux. Jeu institutionnel au sens de formes structurelles ou conjoncturelles qui existent dans les institutions politiques. Et donc, je continue. Elle vise donc à mesurer le degré d'ouverture et de vulnérabilité d'une part, de fermeture et de résistance d'autre part, de ce jeu institutionnel à l'action des mouvements sociaux. Elle vise donc à mesurer le degré d'ouverture et de vulnérabilité d'une part, et de fermeture et de résistance d'autre part, de ce jeu institutionnel à l'action des mouvements sociaux. Donc, un jeu institutionnel, un ensemble d'institutions et leur rapport dans un pays donné, dans une conjoncture donnée, va apparaître plus ou moins ouvert et vulnérable à ce que veulent des mouvements sociaux ou plus ou moins fermé et résistant à ce que proposent les mouvements sociaux. Donc ça veut dire que dans cette perspective, à mobilisation égale, des contextes politiques et institutionnels augmentent ou minorent les chances de succès des mouvements sociaux. À mobilisation égale, c'est-à-dire le même nombre de personnes mobilisées, en fonction des contextes politiques et institutionnels, ça augmente ou minore les chances de succès des mouvements sociaux. C'est pas donc le niveau de mobilisation qui va donner, dans ce cas-là, c'est le jeu institutionnel. Prenons un exemple récent. On a vu le mouvement des Gilets jaunes. Le plus haut niveau de mobilisation, on l'a vu, c'est moins de 300 000 personnes. Ça a des effets, puisqu'il y a un grand débat national, il y a toute une série de mesures qui sont produites, de l'argent, etc. Donc il y a un recul, disons, du pouvoir. La taxe des pétrolières de départ est abandonnée, etc. On va avoir plusieurs millions de personnes dans la rue pour le mouvement sur les retraites qui suit, et ça ne va pas bouger d'un iota la loi sur la retraite. Donc ce n'est pas forcément le niveau de mobilisation qui produit l'effet, dans ce cas-là. Il y a, nous dit la structure des opportunités politiques, le jeu institutionnel qui va être plus ou moins fermé ou ouvert. Autre exemple, il y a un mouvement étudiant et lycéen contre le projet de loi de Vaquet sur les universités en 1986. Ce mouvement étudiant et lycéen contre le projet de réforme de l'université tire profit du contexte institutionnel. La cohabitation Mitterrand-Chirac. Mitterrand est président, Chirac est Premier ministre. Et donc la cohabitation, ça crée une tension dans le jeu institutionnel.
notamment que François Mitterrand, qui est président de la République, affiche sa sympathie à l'égard des étudiants et lycéens mobilisés contre son Premier ministre. Et en même temps, il y a une proximité d'échéances électorales qui rend plus fragile le pouvoir. Le pouvoir recule et abandonne la réforme des universités. Si on prend en 2006 le mouvement anti-CPE, contrat première embauche, c'est un contrat, disons, avec de faibles contraintes qui étaient destinées que pour les jeunes. Jacques Chirac est président de la République et Dominique de Villepin est Premier ministre. Le mouvement va tirer parti de la concurrence au sommet entre deux pôles, le pôle Chirac-Villepin et Nicolas Sarkozy, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, mais devenu ministre de l'Économie à ce moment-là. Parce que pour l'après-Chirac, il y a une concurrence entre Villepin et Sarkozy, pour savoir qui sera le candidat de la droite. Donc le mouvement va tirer bénéfice de cette contradiction. Le ministre de l'Économie, Nicolas Sarkozy, laisse entendre que cette mesure, le contrat première embauche, n'est pas une bonne mesure, alors qu'il est ministre de ce gouvernement. Donc il va en fait dans le sens, il laisse entendre qu'il va dans le sens du mouvement. Donc il y a une plus grande vulnérabilité et finalement le projet sera abandonné. En fait il sera voté, c'est un cas particulier intéressant. Le projet va être voté, mais il est abandonné et il n'y aura jamais de décret d'application. Donc, il y a la tension au sein du pouvoir, il y a la proximité relative d'échéances électorales, surtout qu'on est en 86 et qu'on vient juste après deux choses. Les émeutes de banlieue et le non au traité constitutionnel européen. Toutes les forces politiques, la plupart des forces politiques ont été pour le oui, et c'est le non qui a gagné. Donc là, évidemment, avec la proximité des échéances électorales, si on ajoute la tension au sommet de l'État, il y a un ensemble de facteurs qui va favoriser l'abandon du projet de loi. Si on prend un autre mouvement, le mouvement de solidarité avec des sans-papiers de l'été 1996, qui est initié par des cinéastes très connus, se développe, lui, dans une conjoncture politique plus défavorable, puisque à ce moment-là, en 1996, le gouvernement de droite ne veut pas s'aliéner les électeurs attirés par les discours xénophobes du FN. Et donc, ça n'a pas d'effet, ce mouvement de solidarité avec les sans-papiers. Même chose avec les mouvements des retraites de 2006, c'est Sarkozy le président, en 2023, Macron. Pas de division au sommet de l'État, des échéances électorales plus lointaines, et à chaque fois c'est vécu comme un test de fermeté pour le pouvoir. Il veut montrer qu'il est ferme, qu'il n'abandonne pas à chaque moment. Et on est assez loin des échéances électorales, on est 2010-2023, au début des mandats de ces présidents, deuxième mandat pour Emmanuel Macron. Donc voilà ce que signifie un peu cette idée de la structure des opportunités politiques, que à mobilisation égale, des contextes politiques et institutionnels augmentent ou minorent les chances de succès des mouvements sociaux. Alors il y a différentes dimensions qui sont appréhendées par les différents auteurs, et on va en trouver une chez Doug Macadam.
from to origin, current problems, future direction. Donc c'est dans un livre collectif où il y a aussi des textes de Thoreau, etc. Comparative Perspective on Social Movement. C'est un livre collectif de 1996. Dans ce texte, McAdam va distinguer 4 grandes dimensions de l'opportunité politique. Première dimension, le degré d'ouverture ou de fermeture du système politique institutionnalisé. Le degré d'ouverture ou de fermeture du système politique institutionnalisé. Alors là, par exemple, les revendications régionalistes n'ont pas été reçues de la même façon, exemple, en France, dans le contexte dit jacobin, donc très centraliste, des années 1960-1970. C'est là où émergent les revendications régionalistes fortes. Et pourtant, elles ne sont pas bien écoutées, alors qu'elles vont être davantage écoutées. Les langues régionales vont être plus ou moins intégrées dans le système d'éducation nationale même, dans le contexte de la décentralisation post-1981. Donc le contexte institutionnel structurel va changer entre le contexte hypercentraliste et le contexte de décentralisation. Simplement par rapport à des mouvements sociaux de promotion des revendications régionalistes, dont les langues régionales. Ça, c'est pour des raisons structurelles. Les structures, disons, d'organisation se décentralisent en France. Mais l'ouverture peut être conjoncturelle. Là, elle était structurelle. Par exemple, la proximité du référendum sur le traité constitutionnel européen, on est en 2005, et la montée du non dans les sondages, le référendum n'a pas encore eu lieu, conduit le gouvernement Raffarin, donc de la présidence de Jacques Chirac, à assouplir sa position face aux revendications salariales en 2005. Donc il y a l'idée d'un blocage par rapport, disons, aux revendications salariales, et là on a un assouplissement, notamment il y a une série de gestes qui sont faits vis-à-vis de la fonction publique. Là, la raison serait conjoncturelle. Il y a la proximité du référendum sur le traité constitutionnel européen et on voit peu à peu monter le non dans les sondages. Donc les raisons, le degré d'ouverture et de fermeture du système politique institutionnalisé peut être lié à des logiques structurelles ou conjoncturelles. Deuxième dimension de la structure des opportunités politiques pour McAdam, le degré de stabilité et d'instabilité des alliances des élites. Le degré de stabilité et d'instabilité des alliances des élites. Par exemple, ça peut être l'instabilité qui est activée pendant la guerre du Vietnam dans les tensions entre la présidence conservatrice de Nixon et le Sénat démocrate. Là, voilà une instabilité parmi les élites, entre la présidence et le Sénat, pendant la guerre du Vietnam. On pourrait parler aussi des sanctions propres aux différentes cohabitations en France. Sous la Ve République, la première, elle intervient avec François Mitterrand et Jacques Chirac. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce soutien explicite de Mitterrand au mouvement étudiant de 86 contre son Premier ministre. Ou le fait que Sarkozy laisse entendre une certaine compréhension en 2006 par rapport au mouvement
contre le CPE dans sa compétition avec De Villepin. Troisième dimension de la structure des opportunités politiques pour Macadam, la présence ou l'absence d'alliés, de correspondants parmi les élites, de forces relais à des positions stratégiques. La présence ou l'absence d'alliés, de correspondants parmi les élites, de forces relais à des positions stratégiques. C'est-à-dire que les mouvements sociaux vont avoir un correspondant au niveau des institutions qui vont donner un écho aux revendications. Pendant très longtemps, ça a été l'alliance traditionnelle entre les grands syndicats américains et les démocrates, qui a permis ces passages. En France, c'est par exemple le lien entre RPR, puis UNP, puis les Républicains et le plus grand syndicat agricole, la FNSEA. Souvent d'ailleurs dans les gouvernements de ce courant politique, les anciens secrétaires généraux de la FNSEA ont pu devenir ministres de l'Agriculture par la suite. Il y avait des passages assez faciles entre ce syndicat agricole et, disons, la droite classique française. Quatrième dimension, des structures des opportunités politiques pour Macadam, les capacités de l'État et sa propension à la répression. Les capacités de l'État et sa propension à la répression. Donc évidemment, vous voyez bien que manifester à Damas ou à Paris, à Pékin et à Washington, ce n'est pas le même coup pour les manifestants. Donc évidemment, c'est un élément qui joue. Les risques répressifs ne sont pas les mêmes. Il y a le cas intéressant de cette zone, disons, du Mexique, le Chiapas, un peu reculé, où le mouvement social néo-zapatiste, j'en avais déjà parlé, c'est sous son cadre, disons, de démocratie plus participative, qui est géré en partie la région, avec des structures alternatives au pouvoir mexicain, sans que les structures mexicaines disparaissent, mais finalement, le gouvernement mexicain n'apparaît pas assez fort pour imposer complètement dans cette région son cadre légal. Et donc, la région peut en partie être administrée par un mouvement social, indépendamment de l'État. Donc, si on reprend Macadam, 4 grandes dimensions de l'opportunité politique, le degré d'ouverture ou de fermeture du système politique institutionnalisé, ça peut être structurel ou conjoncturel, le degré de stabilité et d'instabilité des alliances des élites, la présence ou l'absence d'alliés des correspondants parmi les élites, de forces relais à des positions stratégiques, et les capacités de l'État et sa propension à la répression. C'est la conjonction de ce type de variable qui permet de construire des indicateurs de sensibilité des systèmes politiques aux mouvements sociaux. Si on combine ces différentes choses, on va construire des indicateurs qui va faire que, en combinant les 4, on va avoir des institutions politiques plus ou moins sensibles ou fermées aux mouvements sociaux. Ça, c'est... Macadam l'a construit à partir de ces 4 dimensions. Sinetaro en a construit d'autres, pour une part convergente et divergence avec, disons, d'autres dimensions. Alors, Sinetaro, lui, on va s'arrêter sur la façon dont
il a proposé une typologie des types d'opportunités politiques. C'est dans une de ses contributions à toujours ce volume de 96, Comparative Perspective on Social Movements, et c'est un texte qui s'appelle, parce qu'il en a fait plusieurs, States. Opportunities. The political structuring of social movements. Toujours dans ce volume. D'abord, dans ce texte, il donne une définition. Donc, on va retrouver un peu des choses qu'on a vues de sa définition de la structure d'opportunité politique. Là, je le cite. Vous le retrouvez dans le PowerPoint, donc c'est pas structure d'opportunité politique. Je vise des signaux consistants, mais pas nécessairement formels, permanents ou nationaux. Des signaux consistants, mais pas nécessairement formels, permanents ou nationaux, aux acteurs sociaux et politiques qui les encouragent ou les découragent d'utiliser leurs ressources propres pour former des mouvements sociaux. Par structure d'opportunité politique, je vise des signaux consistants, mais pas nécessairement formels, permanents et nationaux, aux acteurs sociaux ou politiques qui les encouragent ou les découragent d'utiliser leurs ressources propres pour former des mouvements sociaux. À partir de là, il a proposé une typologie des grandes catégories de structures d'opportunité. D'abord, deux catégories, après des sous-catégories. La première catégorie, c'est ce qu'il appelle les structures d'opportunité de proximité. Les structures d'opportunité de proximité. Donc, ce sont des formes d'opportunités inscrites à un niveau infranational ou d'un groupe particulier de la société. La deuxième catégorie sont les structures d'opportunité statocentrées, avec un tiret entre stato et centré. Donc centrées sur l'État-nation. Donc les structures d'opportunité de proximité, les structures d'opportunité statocentrées. Pour les structures d'opportunité de proximité, deux sous-catégories sont identifiées. Les opportunités politiques locales, les opportunités spécifiques de groupe. Les opportunités politiques locales, les opportunités spécifiques de groupe. Les opportunités politiques locales, c'est par exemple la façon dont les institutions municipales et leurs politiques publiques locales ont eu des effets différents sur les luttes urbaines dans les années 1960 aux États-Unis. En fonction des institutions municipales et des politiques, on va avoir des effets sur les mouvements urbains jusqu'à il y en a plusieurs à l'époque aux États-Unis, jusqu'aux émeutes urbaines. Les opportunités politiques locales, donc en fonction des institutions locales, ça va varier. Les opportunités spécifiques de groupe. Les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, elles ont bénéficié d'un mouvement de migration urbaine des Noirs américains dans les années 1950-1960. On a eu une migration dans les années 50-60 de la population noire des États du Sud vers les États du Nord. L'électorat noir va avoir une plus grande importance dans les États du Nord, ce qui va avoir un effet sur une plus grande réceptivité des luttes pour les droits civiques.
il va même y avoir dans les États du Nord, hein, pas dans les États du Sud, qui eux veulent maintenir un certain état de la situation. Dans les États du Nord, il va y avoir une concurrence entre certains élus républicains et des démocrates autour du vote noir. Et donc, comme il y a concurrence autour du vote noir, il y a des signes, disons, de compréhension par rapport aux revendications, disons, du mouvement pour les droits civiques. Donc, les structures d'opportunités de proximité avec les opportunités politiques locales, les opportunités spécifiques de groupe, et après, les structures d'opportunités statocentrées qui sont elles-mêmes divisées en deux sous-catégories. Les opportunités politiques propres aux structures institutionnelles, qu'on va appeler une perspective synchronique, et les opportunités politiques liées à la dynamique étatique, qu'on va appeler la perspective diachronique. Synchronique, c'est en même temps, et diachronique, c'est dans le temps. Hein. Alors, les opportunités politiques propres aux structures institutionnelles, donc la perspective synchronique, par exemple, les mouvements écologistes ont été plus ou moins favorisés dans leur développement par leur rapport aux différentes institutions politiques nationales. Par exemple, on a souvent opposé l'ouverture du système politique suédois ou allemand aux revendications écologistes et pendant longtemps la fermeture du système politique français. Donc, à un moment donné, il va y avoir, disons, une plus grande ouverture ou fermeture des systèmes politiques. Là, par exemple, pour les revendications écologistes, avec le cas de la Suède et de l'Allemagne d'une part, de la France d'autre part. Les opportunités politiques liées à la dynamique étatique, les perspectives diachroniques hein, dans un processus. Ça, Sidney Sarro se situe dans le sillage de Tilly, hein, qu'on a vu avec le répertoire d'action collective, et le rôle, disons, de la dynamique étatique dans les mouvements sociaux, hein, la centralisation de l'État. Donc, Tarot note que les changements des institutions politiques ont des effets sur les modes de mobilisation. Les mouvements sociaux ne s'expriment pas exactement de la même façon, par exemple, dans les régimes parlementaires et dans des régimes présidentialisés, où ce ne sont pas les mêmes cibles qui sont visées et les mêmes types d'actions. Hein. Par exemple, régime parlementaire, la France de la 4e République, hein, il y a un fort lobbying autour du Parlement. Sous la 5e République, c'est plus la même chose. Hein, il y a une forme de centralité nationale et sur le personnage du président de la République, hein, les mouvements sociaux. Donc, l'évolution, disons, des institutions, l'histoire des institutions, la dynamique étatique va avoir un effet, là dans le cadre français, le passage d'un régime parlementaire à un régime présidentialisé, un passage de la 4e République à la 5e République. Voilà pour la typologie de Tarot. Alors, il y a eu une série de critiques qui ont engagé en partie des déplacements. Et donc, c'est mon grand B, critique au pluriel et déplacement au pluriel. Critique et déplacement. À partir de ces schémas d'analyse, la réflexion sur le concept d'opportunité politique s'est affinée, notamment en répondant à des critiques qui ont été faites. Alors, voyons les critiques. Certaines critiques ont mis en avant la lourdeur de la notion même de structure. Dans structure d'opportunité politique, il y a structure. Hein. Et souvent, la notion de structure dote d'une certaine systématicité, d'un certain poids. Et ceux qui insistent sur la lourdeur de la notion de structure mettent en avant, au contraire, le fait que les opportunités politiques sont souvent plus labiles, circonstancielles, fragiles. Hein.
Donc les chercheurs, face à ces critiques, les chercheurs de ce courant ont apporté une attention plus grande aux échanges tactiques entre les acteurs, hein, et notamment entre les animateurs des mouvements sociaux et les acteurs institutionnels. Donc le mouvement s'est déplacé avec une plus grande part donnée aux variables conjoncturelles par rapport aux variables structurelles, suite à ces critiques. On a aussi reproché à cette analyse d'être insuffisamment attentive aux perceptions des acteurs. Car il peut y avoir une opportunité politique objective, une division au niveau du pouvoir, par exemple, mais rien ne dit qu'elle va être perçue par les acteurs qui peuvent se mobiliser. Ce n'est pas parce que ça existe que c'est perçu. Donc, une insuffisante attention aux perceptions des acteurs sociaux, parce qu'il suffit qu'il y ait une opportunité objectivement qui est posée pour qu'elle soit perçue par les acteurs. Ça renvoie aux catégories de perception plus ou moins stabilisées auparavant par les acteurs. Les acteurs peuvent avoir des habitudes dans leur perception et ne pas voir ce qui se passe. Voilà. C'est Pierre Bourdieu appelle hystérésis des habitus. Hystérésis, c'est une notion utilisée en électricité, c'est quand un effet d'un phénomène électrique perdure alors que la cause s'est arrêtée. Mais il maintient un effet électrique. Bon. Donc c'est pour dire que des choses qui ont été socialisées, ça dure alors que finalement la situation a changé. C'est ce que Bourdieu appelle aussi l'effet Don Quichotte. Donc du personnage de Don Quichotte, c'est-à-dire quelqu'un qui a été socialisé dans un certain cadre et qui a encore les dispositions de ce cadre qui sont plus adaptées au contexte. Bon. Alors sur ce point, Macadam va répondre, il va avancer la notion de libération cognitive. Libération cognitive, cognitive de cognition, de connaissance. C'est quoi la libération cognitive ? C'est une façon de désigner le processus par lequel des militants potentiels d'un mouvement social décodent les ouvertures de la structure d'opportunité politique. Libération cognitive, c'est la mesure où ils vont être en mesure de décoder ces ouvertures, hein, alors que ça ne va pas être spontané. Un exemple concerne le décryptage d'un abaissement significatif des coûts de contestation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système institutionnel, qui semblait autoritaire, l'est un peu moins, et contester, c'est moins dangereux. Par exemple, le fait qu'un régime considéré comme particulièrement brutal, comme la RDA, policier, dans l'Allemagne de l'Est par rapport à d'autres pays de l'Est, n'est pas pratiqué de répression violente de la contestation en 1989, hein, ce mouvement en RDA, a eu un effet sur les autres pays de l'Europe de l'Est qui se sont dit, puisque en RDA, c'est plus dur d'habitude, là, on les a laissés faire, et ça aurait été un indice d'ouverture dans les autres pays de l'Europe de l'Est qui aurait eu un effet de libération cognitive, hein, avec l'idée que quelque chose avait changé. Bon. Et que donc, il était plus facile d'avancer des revendications démocratiques dans les mouvements sociaux. Donc comme un effet boule de neige, hein, dans les différents pays de l'Europe de l'Est. Donc on aurait ici un déblocage des inerties dans le décotage des opportunités. D'autres critiques ont été faites qui n'ont pas nécessairement reçu de réponse, comme celle pointant à une vision trop déséquilibrée et univoque des rapports entre mouvements sociaux et politiques institutionnelles, au profit de la politique institutionnelle. Donc, c'est les analyses classiques de
Claude Grignon et Jean-Claude Passeron dans Le savant et le populaire. Ce qu'ils appellent misérabilisme ou légitimisme. Pour Grignon et Passeron dans Le savant et le populaire, le misérabilisme et le légitimisme, c'est un des écueils que rencontrent les sciences sociales quand on analyse les cultures des groupes dominés. C'est de ne voir les groupes dominés que sous l'angle de leur rapport au code dominant. Et donc de les faire d'une certaine façon complètement dominés et complètement à la remorque des logiques dominantes et n'ayant pas une autonomie propre. Bon. C'est un des écueils des sciences sociales quand on traite les cultures dominées ou les cultures populaires en particulier. Il y a un deuxième écueil que notent Grignon et Passeron, c'est ce qu'ils appellent le populisme. Ce n'est pas au sens d'habituel en sciences politiques de populisme, mais c'est là, c'est au contraire, quand on analyse les cultures dominées, c'est d'oublier qu'il y a des rapports de domination et de faire comme si ces cultures étaient complètement libres, sans contrainte. Bon. Donc il y aurait deux écueils, souvent quand on analyse les cultures dominées, l'écueil du misérabilisme, légitimisme ou l'écueil du populisme. Donc là, on aurait un écueil du misérabilisme et du légitimisme parce que finalement, dans le cadre d'analyse de la structure des opportunités politiques, c'est les institutions politiques dominantes qui donnent le là par rapport aux mouvements sociaux, puisque c'est toujours par rapport aux signes qui sont émis par les institutions politiques. Et donc on a une vue des mouvements sociaux comme toujours dépendants, disons, de ces institutions politiques. Plus largement, on peut critiquer une tendance, ce qu'on peut appeler le politisme, comme on a parlé d'économisme, c'est-à-dire la trop grande fixation sur un type de facteurs, les facteurs politiques, comme on a vu l'économisme, une très grande focalisation sur les facteurs économiques. Et puis, on a aussi ce qu'on a déjà vu auparavant, notamment dans la mobilisation des ressources, mais aussi, disons, dans le courant des frustrations relatives, le penchant qu'on a appelé utilitariste, c'est-à-dire qui surévalue la place de tout ce qui est calcul conscient, stratégie, dans les mouvements sociaux, par rapport aux dimensions non conscientes ou aux dimensions aussi émotionnelles, affectives. Ce qui, on l'avait déjà vu, rejoint l'ethnocentrisme à la fois des militants politiques et des journalistes politiques, qui ont tendance aussi à surévaluer toujours tout ce qui est de l'ordre du conscient, du calcul, du stratégique, par rapport, disons, au non conscient et à l'émotionnel. Voilà pour ce courant, et donc on va passer à un 7e courant, cette fois-ci français. C'est le point 2.7, la sociologie pragmatique de Luc Boltanski-Laurent Pézé.
Donc, pour des présentations générales, on peut se référer à Luc Boltanski. L'amour et la justice comme compétence. Laurent Thévenot. L'action au pluriel. « 2006. Et dans un livre collectif, vous trouverez la référence exacte sur le PowerPoint et on le trouve le texte sur Internet. C'est un texte que j'ai fait qui présente un peu ce courant de manière plus systématique. Usage sociologique de ressources phénoménologiques. Un programme de recherche au carrefour de la sociologie et de la philosophie. Donc c'est dans un livre de 2001 qui est intitulé Phénoménologie et sociologie. Donc, on a vu Boltanski, qui a longtemps été un collaborateur de Pierre Bourdieu depuis, disons, le début des années 1960, jusqu'à ce livre important qui va avoir un effet sur les déplacements même de Bourdieu sur les classes sociales, les cadres, la formation d'un groupe social. Et après les cadres, disons, à la fin des années 80, Boltanski va changer de cadre théorique, va quitter la sociologie d'inspiration bourdieusienne et élaborer un nouveau cadre théorique avec l'économiste Laurent Thévenot. On va l'appeler de différentes façons. Boltanski lui-même, dans ce livre, qui en fait une synthèse, L'amour et la justice comme compétence de 1990, va l'appeler la sociologie des régimes d'action. Sociologie des régimes d'action. Ou Laurent Thévenot, lui, dans un livre plus tardif, mais qui est un recueil de textes qui remonte aux années 80, Laurent Thévenot, dans l'action au pluriel de 2006, va l'appeler sociologie des régimes d'engagement. Sociologie des régimes d'engagement. Alors, il y a plusieurs termes, sociologie des régimes d'action, sociologie des régimes d'engagement. Aujourd'hui, souvent, on utilise pour ce courant le terme de sociologie pragmatique. Est-ce que pragmatique, c'est lié à action? Pragmatique au sens où ce courant s'intéresse aux actions situées, prises dans des situations particulières, dans lesquelles elles dotent les acteurs de compétences. Les acteurs sont dotés de compétences, de capacités. Alors d'abord, grand A, le cadre général de la sociologie. On peut appeler, dans le cadre de la sociologie pragmatique, la sociologie des régimes de la pratique. Les régimes de la pratique. C'est le grand A, cadre général de la sociologie des régimes de la pratique. D'un point de vue général, la sociologie des régimes de la pratique va s'intéresser va partir de quelque chose qu'a formalisé un sociologue
d'origine autrichienne, Alfred Schutz, que Schutz appelle les constructions du second degré. Alfred Schutz est à la fois sociologue et philosophe. En fait, il va construire une sociologie phénoménologique à partir de deux sources en Autriche. La source, disons, de la phénoménologie de Husserl et la source sociologique, disons, sociologie compréhensive de Max Weber. Il va marier les deux. Bon. Et juif, il va immigrer aux États-Unis dans les années 30 et va avoir un certain écho sur les courants, disons, les plus interactionnistes de la sociologie américaine, qu'on appelle l'ethnométhodologie, l'interactionnisme, etc. Il va avoir un effet particulièrement dans les années 50, sa sociologie phénoménologique. Dans le cadre de cette sociologie phénoménologique, Schutz va définir une certaine posture pour les chercheurs en sciences sociales qui n'est pas la posture de tous les sociologues, hein, ce qu'il va appeler les constructions du second degré. Je cite la phrase et puis je reviens dessus. Les constructions utilisées par le chercheur en sciences sociales sont pour ainsi dire des constructions au deuxième degré, notamment des constructions de construction édifiées par les acteurs sur la scène sociale dont l'homme de science observe le comportement et essaye de l'expliquer tout en respectant les règles de procédure de sa science. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les modèles qu'utilisent les sciences sociales, les concepts, les théories, sont des constructions du degré. En quel sens ? Parce que c'est des constructions qui partent des constructions des acteurs eux-mêmes, de leur propre représentation, de leur propre rapport à l'action. Si on se situe dans la sociologie compréhensive de Max Weber, on part du sens que les acteurs donnent à leur action. Donc la construction de la science, c'est une construction avec les règles de la science, mais à partir des constructions des acteurs. D'où l'idée de construction du second degré, une construction de construction. On peut tout à fait concevoir la sociologie indépendamment de ça. C'est-à-dire on va penser que les acteurs sont liés par des rapports dont ils n'ont pas conscience et le sociologue va construire son modèle indépendamment de la conscience des représentations du vécu des acteurs. Il y a des sociologies qui font ça. Donc ces sociologies-là ne sont pas des constructions du second degré, hein, puisqu'elles mettent de côté les constructions des acteurs. Une construction du second degré, c'est une qui va rendre compte de la vie sociale, mais en tenant compte du sens que les acteurs donnent à leur action, de leur dimension émotionnelle, de leur vécu, etc. Bon, donc va faire une construction à partir des constructions des acteurs eux-mêmes. Donc c'est pas toute la sociologie, hein, c'est une certaine vision de la sociologie, des constructions du second degré. La sociologie pragmatique se situe, disons, dans le cadre de ces constructions du second degré. Parce qu'elle se situe à partir des rapports que les individus ont à l'action. C'est une construction à partir des rapports que les individus ont à l'action. Alors, voilà la définition que je donnerai de ce sens de la sociologie des régimes d'action. Dans la sociologie des régimes de la pratique, l'action est appréhendée à travers l'équipement mental et gestuel des personnes dans la dynamique d'ajustement des personnes entre elles et avec des choses. Dans la sociologie des régimes de la pratique, l'action est appréhendée à travers l'équipement mental et gestuel des personnes dans la dynamique d'ajustement des personnes entre elles et avec des choses.
L'action est appréhendée à travers l'équipement mental et gestuel des personnes, c'est pour ça que c'est une construction du second degré. L'équipement mental, c'est les représentations, c'est les affects, c'est tout ce qui est, disons, dans la tête des gens. Donc à travers l'équipement mental et gestuel, les personnes ne se réduisent pas aux représentations qu'ils ont dans la tête, ils sont aussi des mouvements du corps qui ont des rapports compliqués avec leur propre représentation. Dans la dynamique d'ajustement des personnes entre elles avec des choses, dans des actions où les personnes, les unes avec les autres, doivent s'ajuster aux autres, hein, et avec des objets aussi, qui ne fonctionnent pas toujours comme on le veut, bon, ou qui constituent des obstacles à notre orientation, à notre avancée. Bon. Donc ça, c'est une définition de la sociologie des régimes de la pratique qui est typiquement la situe du côté des constructions du second degré, est appréhendée à travers l'équipement mental et gestuel des personnes dans la dynamique d'ajustement des personnes entre elles et avec des choses. C'est-à-dire que le découpage que cette sociologie opère sur l'action tente de suivre le découpage que les acteurs eux-mêmes opèrent sur l'action. C'est un découpage de découpage. Les objets, les institutions, les contraintes extérieures aux personnes sont prises en compte, mais tels qu'ils sont identifiés ou engagés dans l'action par les personnes elles-mêmes. Dans la façon dont les personnes repèrent, ont recours, s'approprient, prennent appui, se heurtent à ces objets, à ces institutions, à ces contraintes extérieures. Donc ça passe toujours par le rapport à l'action que les personnes ont. Ça, c'est le cadre général. Après, il y a différents, justement, régimes de la pratique. C'est une vision pluraliste de l'action. C'est le grand B. Différents régimes de la pratique. Donc, si on sort du niveau d'abstraction, il faut voir les régimes qui ont été mobilisés. Pas tous, mais certains d'entre eux. Le premier régime, c'est ça qui a donné le début du courant. C'est dans le livre de Boltanski et Pevno de la justification. C'est un livre de 1991. Attention, je dis par la fin des années 80, parce qu'il a une première édition plus confidentielle sous un titre un peu différent en 1987. Mais souvent, on va regarder l'édition chez Gallimard de 91. Alors, là, c'est le modèle dit de justification publique ou de justice. Le modèle de justification publique et de la justice, c'est-à-dire c'est un modèle qui s'intéresse au sens ordinaire de la justice mobilisée par les acteurs sociaux dans une société comme la nôtre. Les sens ordinaires de la justice. Les, plus loin sens, S-E-N-S, plus loin ordinaire, hein, les rapports à l'action, les significations. Les sens ordinaires de la justice mobilisés dans une société comme la nôtre par personnes en situation. C'est-à-dire que dans la vie ordinaire, c'est les conceptions de la justice que vont engager les actions les personnes dans leurs différends, dans leurs conflits. C'est un travail effectué par les acteurs pour critiquer d'autres ou se justifier face à leurs critiques. D'où l'idée de justice et le lien entre justice et justification. Ce n'est pas dans toutes les situations, c'est dans les situations de débat public, caractérisées donc par une certaine publicité, au sens d'Habermas, c'est-à-dire au fait que les discours sont potentiellement visibles par l'ensemble des membres d'une collectivité. Hein, ils sont publics.
Dans ces situations publiques, Boltanski et Thévenot font l'hypothèse que les acteurs ne peuvent pas se contenter d'arguments particuliers, du type « je prends la parole parce que j'en ai envie ». Voilà un argument particulier. Ils doivent mobiliser dans les situations publiques des argumentations générales qui dépassent leur personne et la situation singulière où ils se trouvent. Par exemple, du type de ce qu'on va appeler une argumentation civique ou citoyenne, j'ai le droit de parler parce qu'on est en République. Hein. Ce n'est pas exactement le même type d'argument. Je prends la parole parce que j'ai envie et j'ai le droit de parler parce qu'on est en République. Cette nécessité d'une certaine généralisation des arguments, c'est ce que Boltanski et Thévenot appellent la montée en généralité des arguments dans les débats publics. Pour Boltanski et Thévenot, il existe dans nos sociétés différents modèles d'argumentation générale appuyés sur des conceptions différentes du bien commun et de la justice qui sont utilisées par les acteurs. Par exemple, on peut avoir un modèle civique qui insiste sur la contribution à la volonté générale. Ce modèle civique peut souvent être opposé à un modèle industriel qui va insister sur l'efficacité. Or, Boltanski et Thévenot se sont intéressés tout à la fois aux dénonciations réciproques des différents modèles et aux compromis entre eux. Bon. Par exemple, on a une dénonciation habituelle dans l'action collective. C'est au nom du modèle d'argumentation de la justice industrielle. C'est l'efficacité industrielle contre la perte de temps du blabla démocratique. Hein. Vous passez votre temps à parler, mais finalement vous n'agissez pas. Hein, vous passez votre temps en réunion et c'est du blabla, ça ne sert à rien. Bon. Et donc là, c'est une dénonciation qu'on va appeler industrielle de la logique civique. Inversement, il peut y avoir des dénonciations civiques de la logique industrielle. Par exemple, on va dire qu'il y a une bureaucratisation du débat qui empêche le débat démocratique et le temps du débat démocratique. Et là, au contraire, on va avoir une dénonciation depuis le civique de l'industriel. Donc, les différents modèles d'argumentation qui sont utilisés dans la vie ordinaire, disons, ils peuvent se dénoncer les uns les autres, parfois rentrer en compromis. Par exemple, le bureau d'un syndicat ou d'une association, c'est un compromis entre la logique industrielle et la logique civique, un bureau. Parce que justement, il organise avec une certaine efficacité tout en étant dans le cadre de l'établissement, disons, de la volonté générale, disons, du syndicat ou de l'association. Le régime de justification publique, dans son ensemble, est le régime privilégié de l'action collective, puisque c'est un régime qui est au cœur de la publicité, hein, du caractère public, et donc souvent les mobilisations collectives sont des mobilisations publiques, et c'est un régime qui appelle à la généralisation, hein, comme les mouvements sociaux aussi contribuent à généraliser les choses. Donc c'est sans doute le régime de justification publique qui a le plus, disons, à voir avec l'action collective. Il y a beaucoup d'autres régimes qui ont été explorés, mais je vais en retenir deux qui ont un rapport avec l'action collective particulièrement. Le premier régime, c'est ce que Boltanski, dans L'amour et la justice, comme compétence, a appelé le régime de violence. C'est fait à partir d'une grande penseur militaire du XIXe siècle, prussien, Clausewitz, dans son livre célèbre de la guerre. C'est un officier prussien, Clausewitz, c'est un des grands théoriciens militaires du XIXe qui a beaucoup marqué, disons, pas simplement la pensée militaire, mais aussi la pensée politique, puisque Engels, Marx, Trotsky, Lénine, etc. étaient des grands lecteurs de Clausewitz. Chez Clausewitz, on trouve la notion de montée aux extrêmes.
c'est dans ce sens-là que Boltanski va construire son régime de violence. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle violence, mais c'est la violence quand les choses échappent à ceux qui sont en conflit. Quand, comme on dit, ça dérape. Hein. Comme dans une bagarre, à un moment donné, ça dérape. Et il y a une perte de contrôle. Et c'est ce que Clausewitz appelle la montée aux extrêmes, à un moment donné. Et donc on rentre dans la démesure. Ces dérapages peuvent intervenir dans l'action collective, les émeutes, les répressions policières trop appuyées, les tensions entre groupes concurrents. On m'avait raconté que mes premiers séjours à Tokyo, c'est qu'on avait du mal à utiliser le mot gauche au Japon parce que dans les années 70, il y avait de forts groupes maoïstes au Japon et qu'ils ont fini à coups de sabre, c'est-à-dire qu'ils se sont massacrés eux-mêmes entre groupes maoïstes concurrents. Bon. Donc ça avait créé une sorte de traumatisme qui rendait difficile le fait même d'utiliser la notion de gauche. Bon. Donc ça peut être le dérapage des forces entre groupes concurrents aussi. Voilà un régime, le régime de violence, qui peut avoir un effet avec l'action collective. Le deuxième régime, c'est un de ceux que j'ai travaillé, qui s'appelle le régime machiavélien ou tactique stratégique. Et donc ça fait notamment référence à un article avec un enseignant de l'IEP, Max Sagnier, qui est parti cette année à la retraite. Politique publique et action stratégique en contexte de décentralisation. C'est paru dans la grande revue des historiens, à l'école des Annales, en juillet-août 2000. C'était lié à une enquête sur la constitution d'une plateforme dite multimodale à ce qui s'appelait à l'époque l'aéroport de Satola, ce qui s'appelle Saint-Exupéry aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre de l'avion, du train et de l'autoroute, bon, qu'on appelle plateforme multimodale. C'est là, à partir de ça qu'on a travaillé le régime machiavélien. Il s'agissait en fait de relocaliser les schémas stratégiques qui, on a vu, hein, tout au long du cours, on a vu que les schémas stratégiques occupent une grande place, souvent indéterminée, comme si toute l'action sociale était stratégique. Or, l'idée, c'était de dire que le stratégique a une place, mais une place plus localisée qu'il faut mieux identifier dans la vie sociale. Donc là, c'était à partir d'une analyse d'une politique publique, l'analyse d'un processus de décision publique. Et donc le régime s'appelle machiavélien ou tactique stratégique parce qu'il s'inspire d'une certaine lecture du Prince de Nicolas Machiavel, une lecture inspirée au départ par le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Le régime machiavélien, ça rend compte d'actions autour desquelles est activé un espace de calcul entre trois pôles. Des fins lointaines de l'action, avec un bien commun. Par exemple, on va réaliser une construction publique qui est utile à l'ensemble de la collectivité. Donc des fins lointaines par rapport à un bien commun. Des scènes publiques. Il y a des scènes avec des élus, le préfet, les représentants, disons, du secteur de l'aviation, la SNCF, etc. Bon, il y a des discussions publiques. Sur ces scènes publiques, il y a des contraintes de généralité, de légitimité des arguments, c'est-à-dire dans toutes les scènes publiques, les acteurs ne disent pas tout à fait n'importe quoi, ils sont contraints par le caractère public.
Mais il y a un troisième pôle qui sont les scènes officieuses, où là les acteurs ne disent pas forcément exactement la même chose. Là où il y a des activités tactiques qui sont engagées par les acteurs, ce que Daubry appelait transactions collusives, qui ne pourraient pas être justifiées publiquement. À l'époque, la CGT et le Parti communiste ne pouvaient pas justifier publiquement qu'ils négociaient avec le pouvoir à la fin de mai 68. Vous voyez bien. Bon. Donc, des fins lointaines en rapport avec un bien commun, des scènes publiques et des scènes officieuses. Bon. À la différence de ce qu'on va appeler un régime machiavélique, on peut intégrer l'idée d'un régime machiavélique qui est associé au cynisme et pour lequel le régime machiavélique, il n'y a pas de connexion avec le bien commun. Dans le régime machiavélien, il y a une connexion avec un bien commun. S'il y a des activités tactiques, s'il y a des écarts entre les fins et les moyens visés, c'est pour faire aboutir la fin de bien commun. C'est pour ça qu'il y a l'idée de machiavélien. Ce n'est pas un cynisme, c'est qu'on va utiliser des écarts entre les fins et les moyens, notamment dans ces scènes officieuses, pour essayer de faire advenir le bien commun. Alors que dans le régime machiavélique, un régime cynique, il n'y a pas de connexion avec l'action et la finalité d'un bien commun. Donc c'est la différence entre le régime machiavélien et le régime machiavélique. Dans les mobilisations collectives, on voit comment les rencontres publiques, la confrontation avec la presse, avec les élus, peuvent être préparées stratégiquement pour la bonne cause par des formes tactiques où il y a beaucoup plus d'écart entre les fins et les moyens de l'action. Dans l'action collective aussi, il y a beaucoup de scènes officieuses, au sein des associations, au sein des partis, au sein des courants des partis, etc., où on n'a pas le même type de tonalité et où il y a un plus grand flottement entre les fins et les moyens de l'action qui ne serait pas forcément justifiable publiquement. Donc, le régime machiavélien, disons, joue aussi un rôle dans les mobilisations collectives. Et ça permet en outre, le régime machiavélien comme le régime machiavélique, de localiser l'action stratégique au lieu de lui donner toute la place. Bon. C'est-à-dire que c'est dans certaines situations. Voilà, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce point, l'intérêt principal de la sociologie pragmatique qui a été initié par Luc Boltanski et Laurent Thévenot à la fin des années 80, et de prendre au sérieux les compétences des acteurs sociaux, et notamment leur capacité critique, qui pouvaient être un peu aplaties dans la sociologie de Bourdieu, avec le poids, disons, de la domination, et de l'intériorisation de la domination. Ce que Grignon et Passeron appellent le point de vue légitimiste ou misérabiliste, ils utilisent aussi le mot domino-centré. Domino-centré, c'est-à-dire d'une certaine façon trop focalisé sur les effets de la domination et pas dans les situations sociales ce qui échappe ou ce qui résiste à la domination. Et donc ça répond d'une certaine façon aux critiques de Grignon et Passeron, faites à la sociologie de Bourdieu, notamment, et à d'autres. Et aussi ça montre que dans la vie sociale, tout n'est pas domination. C'est-à-dire toute une série de relations entre les personnes qui sont régies par des logiques qui ne sont pas la domination. Voilà. Donc ça critique le domino centré au sens où ça prend en compte, disons, les dimensions de résistance qui existent dans la réalité par rapport aux formes de domination, mais c'est aussi qu'il y a toute une série de formes de sociabilité dans la vie sociale qui ne sont pas réductibles à de la domination. Alors que souvent, quand on a l'angle de la domination, on pense que la domination, c'est tout. Bon. Ce qui est intéressant pour l'émancipation, c'est que quand on se dit que la domination, c'est tout et que les gens sont aliénés, on a le schéma classique, stratégique. Il faut sortir les gens par le parti d'avant-garde de leur aliénation pour les sortir de la caverne. Bon. Si on pense que, les personnes ont aussi des formes de résistance et de capacité critique, ça déjà donne des bases à la possibilité de l'émancipation plus grande.
Et si on pense que déjà dans la vie sociale, la société émancipée existe en partie, puisqu'il y a des formes de relations, dans des rapports de justice entre les personnes, dans des rapports d'amitié ou d'amour, etc., dans des formes de confiance entre les personnes, il y a des formes qui existent déjà dans la réalité sociale qui ne sont pas réductibles à la domination et qui sont déjà des appuis pour l'émancipation. On a un rapport, disons, où on a moins l'impression que dans la vision la plus domino-centrée que l'émancipation, c'est une forme de forme herculéenne qui ne peut pas vraiment aboutir. Dans ce cas-là, oui. Parce qu'il y a des contradictions dans la réalité, il y a des formes qui ne sont pas réductibles à la domination, et il y a des capacités des acteurs qui sont dominés, qui peuvent donner des dynamiques. Bon. C'est, en même temps, ça c'est l'apport de la sociologie pragmatique. En même temps, la première phase de la sociologie pragmatique a eu tendance à oublier les rapports de domination. C'est son point faible. Donc c'est ce qui a été critiqué, les contraintes liées aux dominations et aux inégalités. C'est pourquoi, disons, un plus récent livre de Luc Boltanski a essayé de déplacer, a essayé de lier le programme de la sociologie critique et le programme de la sociologie pragmatique. C'est un livre de Boltanski qui s'appelle « De la critique » et qui est sous-titré « Précis de sociologie de l'émancipation ». Précis de sociologie de l'émancipation, c'est un livre de 2009. Donc, il propose d'articuler une théorie critique de la domination avec une sociologie pragmatique dans l'horizon de l'émancipation. Et donc, on a, disons, avec ce livre de Boltanski, un déplacement. La sociologie pragmatique a permis de bien voir des limites de la sociologie critique du type de Bourdieu, mais en ce faisant, elle a oublié les contraintes de la domination, et Boltanski ensuite a essayé, disons, de redéplacer pour réintégrer la question des contraintes de la domination sans abandonner les apports de la sociologie pragmatique. Voilà, on va s'arrêter là.